Bonjour à tous, bienvenue sur Omerta. Je vous rappelle que nous venons de publier le 4e numéro de notre revue magazine que vous pouvez retrouver dans tous les kiosques. Et nous avons la joie de recevoir aujourd'hui, dans cette série d'émissions autour des questions agricoles et de la crise agricole, Gabrielle Cluzel, qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, BV pour les intimes, média que, bien entendu, vous connaissez tous. Merci beaucoup, Gabrielle, d'avoir accepté de venir sur le plateau d'Omerta. Merci de m'avoir invité. Mais de rien. Et si nous vous avons invité, c'est parce que nous avons trouvé excellent la couverture réalisée par la couverture réalisée par Boulevard Voltaire sur la crise agricole, puisque vous avez été au contact du terrain, vos reporters, vous avez suivi la chose de près, et nous voulions savoir ce que vous aviez retiré comme analyse de cette crise qui, pour l'instant, au moment où nous réalisons cette émission, est suspendue, mais où, à en croire les déclarations de certains syndicalistes, notamment de la coordination rurale encore ce matin, cette crise pourrait repartir de plus belle la semaine prochaine, puisque une partie du monde syndical agricole estime que le gouvernement ne va pas assez vite dans la réalisation des annonces. Alors tout d'abord, vous dites que nous avons couvert cette crise. C'est vrai qu'il nous a paru très important de la couvrir parce qu'elle nous a semblé essentielle. C'est la crise de la France profonde au sens concret du terme, ceux qui cultivent l'humus de notre terre. Vous savez, on se dit parfois, il y a peu de manifestations de la France bien élevée, la France silencieuse, on l'appelle comme on veut, et on attend parfois, par exemple sur l'immigration, sur l'insécurité, des foules qui se lèvent. Ben non, c'est pas sur ces sujets-là que la foule s'est levée, c'est sur l'agriculture. Mais quand on y réfléchit, beaucoup de non-médias l'ont analysé comme une crise économique, et en réalité, c'était presque une crise civilisationnelle, parce que la disparition de l'agriculture, c'est une façon de faire disparaître un mode de vie qui est vraiment propre à notre civilisation et à notre pays, mais à l'Europe de façon générale. J'ai été très frappée de voir du reste que cette Europe que n'arrive pas à faire l'Union européenne par le haut, cette espèce d'attelage à Dia qui a commencé à 29, qui est à 27, il y a encore 9 pays sur le bord de la route, enfin sur le pas de la porte, voilà. Eh bien, elle a été faite par le bas, par le plus bas, par les racines, par les paysans européens. On les a vus tous ensemble au Parlement, par exemple à Bruxelles, vous les avez vus. Alors, les problèmes des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Ils peuvent même être en concurrence. Je rappelle que nos agriculteurs sont en concurrence, par exemple, avec les Espagnols, les producteurs de tomates, les producteurs de tous les légumes, d'ailleurs, qui constituent la ratatouille, par exemple. Mais néanmoins, ils ont peur de disparaître. L'agriculture française, la paysannerie française et la paysannerie européenne ne veut pas mourir, et il s'est formé une forme de cohésion négative. Elle s'est faite non pas grâce à l'Union européenne, l'Europe, mais contre l'Union européenne. Alors pour le moment, on a l'impression que tout ça est peut-être terminé. Les tracteurs sont rentrés chez eux, sans doute parce que pour la plupart d'entre eux, ils n'avaient pas le choix. Ce pas des manifestants professionnels, ce pas des cégétistes qui ont un droit de grève avec toutes les protections autour du revenu qui s'y sont attachées. Il fallait qu'ils reviennent, évidemment. Mais je crois que ce n'est pas terminé parce qu'ils n'ont obtenu que des réponses conjoncturelles, comme s'il y avait eu comment dirais-je, une grêle qui s'était abattue sur leur culture et en rien structurel. Alors qu'évidemment, la crise est profondément structurelle. Alors pourquoi conjoncturelle? Parce qu'on leur a donné des chèques, comme d'habitude, qui sont un peu des cautères sur une jambe de bois. Et puis, on ne leur a parlé que de retarder le processus. Voilà, c'est une mort plus douce. On leur a parlé de moratoire sur le Mercosur. On leur a parlé de dérogation sous conditions sur les jachères. On leur a dit qu'on allait faire une pause sur Ecophyto. Mais on voit bien qu'il n'y a rien de définitif, il n'y a pas de changement de paradigme. Donc il n'y a aucune raison pour que cette crise ne connaisse pas un nouvel
nouvel épisode. Et quand vous avez discuté avec vos reporters, avec vos journalistes, quel accueil ont-ils reçu? Quels sentiments humains ont-ils vu se dégager concrètement? L'ambiance ne paraissait pas être exactement la même que celle des Gilets jaunes. Alors j'y suis allée moi aussi avec mes journalistes, je tenais à y aller parce que je suis petite fille d'agriculteur, j'ai des cousins agriculteurs et j'ai des neveux agriculteurs maintenant, ou qui essaient de l'être en tout cas, qui se lancent. Et c'est vrai que nous avons décidé d'aller voir le barrage de Buchelet qui était le plus proche de Paris, près de Mantes-la-Jolie. Ça m'a surpris, c'était des agriculteurs qui n'avaient pas l'accent comme chez moi. Vous savez, on a eu je crois que ça fait plaisir aux Français, on a eu une résurgence dans les médias de cet accent très chantant du sud-ouest, par exemple, cet accent qu'on appelle occitan. Et donc, ceux de Buchelet n'avaient pas d'accent, mais ils avaient même les mêmes problématiques que les agriculteurs du sud de la France, et ils m'ont beaucoup touchée. Nous avons rencontré des gens très calmes, qui avaient tous pavoisé leur tracteur avec le drapeau français. Je dis très calmes parce que je suis venue en leur demandant s'ils n'avaient pas peur que ça puisse dégénérer, devenir violent et qu'ils n'aient plus le soutien des Français. Vraiment, je me suis sentie idiote en posant la question parce que c'était absolument saugrenu. Néanmoins, c'est des gens calmes mais assez désespérés. J'ai rencontré une apicultrice qui se trouve aujourd'hui en situation de concurrence avec des loyales, avec des miels chinois et ukrainiens. J'ai vu une éleveuse. Il y a beaucoup de femmes qui avaient subi, entre autres mots, une agression par des antispécistes. Et on lui avait volé 7 ovins. On avait écrit « assassin » sur ses murs, les murs de son exploitation. Donc, c'était introduit chez elle. Et elle me racontait que son petit enfant, qui commençait à savoir lire, déchiffrait « assassin » et ne comprenait pas pourquoi ce mot faisait pleurer son père à côté, qui était désolé de tout ça. J'ai vu un autre agriculteur qui m'a expliqué que ce que je ne savais pas, mais c'est vrai que ça tombe sous le sens, autour de la complexité administrative. Vous savez, ils sont beaucoup pleins de la complexité administrative. Mais il y a un business qui s'est installé. Vous savez, dès que c'est complexe, il faut des gens pour expliquer. Donc, il m'expliquait que, par exemple, pour faire le dossier de 30 pages des jeunes agriculteurs, eh bien, il y avait une personne qui pouvait vous aider à se constituer ce dossier. Mais en fait, l'aide que vous pouviez obtenir, une grande partie, enfin, une partie non négligeable, passait déjà à payer la personne qui vous avait aidé à faire votre dossier pour avoir des aides. Vous voyez, c'est absolument ubuesque. On m'a beaucoup parlé aussi. Et vous voyez, tous ces sujets-là, en fait, le gouvernement n'y a pas apporté de réponse pérenne. On m'a beaucoup parlé de la police, ce qu'on appelle de la biodiversité, voilà, de la police environnementale, l'Office français de biodiversité, qui se comporte avec eux comme des cow-boys. Ils arrivent armés. Et là aussi, c'est ubuesque et en même temps terrifiant parce que ils ont véritablement peur. Il y a aussi les interventions pour le bien-être animal. Moi, un exploitant de porc m'a dit qu'une fois, il avait eu une espèce de descente chez lui de personnes venues étudier le bien-être animal dans son exploitation. Et lui, ces animaux aillent bien, lui tient évidemment à cœur. Qui mieux que lui les connaît? Et alors, on lui avait dit qu'il n'y avait pas de jouets pour les porcs et que ça n'allait pas. Il était mis en demeure. Et que les truies, elles avaient besoin de sociabilité. Il fallait qu'on les mette ensemble. Donc, il m'a expliqué d'ailleurs qu'il avait trouvé ça tellement violent parce qu'il avait eu des coliques néphrétiques par la suite. Enfin, il avait vécu ça, c'était son mot, c'est fort, mais comme un viol. Et que, en fait, les truies, il m'a dit, moi, si je les mets ensemble, eh bien, elles se blessent. Elles se battent, il y a des fractures, etc. Donc, il dit, j'ai créé l'espace pour qu'elles soient ensemble, mais en réalité, je les tiens séparées en dehors des périodes de contrôle. Donc, on voit qu'il y a en plus une totale déconnexion avec ces organismes. J'ai rencontré un autre aussi agriculteur, là, c'était pas Buchelet, le précédent non plus, d'ailleurs, c'était tous les deux dans le sud-ouest, ceux-là, qui avaient restauré des drains dans un de ses champs près d'un ruisseau et qui avait curé le ruisseau. Il avait été dénoncé par un écolo, vous savez, de ces gens que vous n'auriez pas aimé avoir à côté de vous pendant la dernière guerre, et il avait eu un contrôle de la police de l'eau. On lui avait fait un procès
parce qu'on lui avait reproché de ne pas avoir demandé l'autorisation, d'avoir asséché l'endroit, d'avoir curé sans rien dire. Il a été condamné en première instance au tribunal de Millau. Et ça a duré 4 ans, son affaire. Et puis, il est allé en appel avec mise en demeure de détruire les drains, les fameux drains, avec une astreinte journalière de 50 €, je crois. Et il est allé en appel. Et grâce à quelqu'un qu'il connaissait, qui allait en vacances dans son coin, qui était professeur en hydrologie à Montpellier, il a pu montrer que non, il n'avait pas drainé de façon abusive, qu'il avait le droit, etc., etc. Donc il a été finalement rétabli dans son bon droit, mais ça a duré 4 ans. Et dans l'intervalle, il a dû se présenter à la gendarmerie. Et évidemment, tout son travail et puis ses finances en ont été perturbés. Donc, tout ça pour vous raconter que j'ai été extrêmement touchée par ces cas particuliers de gens que l'on persécute, ces cas particuliers qui finissent par faire société, enfin qui finissent par faire un ensemble, c'est plus des cas isolés, et que l'on persécute réellement, en plus évidemment, et ça on en a parlé largement, de la concurrence déloyale dans laquelle les met l'Europe, alors une concurrence au-delà des frontières de l'Europe, mais aussi une concurrence intra-européenne. Alors, vous savez, on parle beaucoup du Mercosur, mais c'est la face émergée de l'iceberg. L'Union européenne, elle a signé 40 traités de libre-échége. Donc, si vous voulez, et il y en a d'autres en préparation, avec les Philippines, dont on connaît le niveau de vie et les protections sociales dans ce pays. Donc, comment voulez-vous que la France rivalise? Parce que vous savez, par exemple, que ça va être la Saint-Valentin bientôt. Eh bien, il y a une rose sur 2 qui vient du Kenya. Alors, pour les horticulteurs, c'est peut-être des agriculteurs un peu particuliers, mais pour les horticulteurs, c'est évidemment la fin de leur gagne-pain. D'ailleurs, il y en a beaucoup moins qu'avant. Et pendant ce temps, il faut savoir qu'au Kenya, eh bien, il y a des lacs qui sont pollués pour permettre cette horticulture. Il y a des femmes qui travaillent dans des conditions terribles, qui ne sont évidemment pas celles que l'on connaît en France. Donc c'est impossible de rivaliser. Je crois que là-bas, la rose, c'est 20 centimes, celle qui est produite là-bas. Et chez nous, c'est 40 centimes, donc de coût de revient. Donc c'est évidemment impossible d'arriver à rivaliser. Donc, et à tout cela, notre gouvernement n'a apporté aucune réponse. Donc je ne vois pas pourquoi la crise ne se poursuivrait pas. Oui. Et concernant les syndicats, parce que là vous avez également côtoyé les syndicalistes sur les plateaux de télévision, je pense à CNews où vous êtes régulièrement invité. Vous avez également côtoyé donc des syndicalistes agricoles, d'au moins 2 syndicats, la FNSEA et la coordination rurale. Comment avez-vous trouvé leur discours? Est-ce que vous avez aussi trouvé que leur discours était en cohérence avec leurs actes, puisqu'on a vu la FNSEA quand même se retirer assez vite de la mobilisation? Alors pour la faire courte, dans le paysage des syndicats, et si on doit faire un découpage politique, alors au niveau vraiment des hautes instances, parce qu'il faut savoir que les paysans qui sont par exemple syndiqués à la FNSEA, les paysans de la base, le font surtout pour être protégés en cas de tuile, être aidés, que ça peut être le cas aussi dans le monde ouvrier. Donc ça ne dit rien réellement de la partition des paysans eux-mêmes, je pense. Enfin, en tout cas, ce n'est pas complètement le reflet. Mais donc, pour la faire courte, il y a l'extrême gauche, la Convention paysanne, qui est peu nombreuse, mais qui aurait pu être le cheval de Troie. Et c'est vrai que c'était une inquiétude, comme pour les Gilets jaunes. Vous savez, on se souvient que l'extrême gauche avait phagocyté, c'est leur stratégie du coucou, comme disent tous ceux qui s'intéressent de près aux Antifa et aux Black Blocs. Donc ça aurait pu être le cheval de Troie pour faire rentrer l'extrême gauche dans le mouvement. D'ailleurs, il y a eu de façon sporadique tout d'un coup des drapeaux palestiniens qui sont apparus dans certaines de leurs manifestations. Vous ne voyez pas trop bien le rapport. Donc ça, c'est... Voilà. Il y a la coordination rurale qui a la réputation d'être plus à droite, voire pour certains proches du Rassemblement national. Moi, je ne l'ai pas constaté spécialement, mais en tout cas, je sais que c'est ce que l'on dit. Et puis, ils ont aussi la réputation d'être plus
radicaux dans leurs revendications et dans leur souhait de manifester. Et puis il y a la FNSEA, qui est réputée plus proche du gouvernement et qui, c'est vrai, est quand même assez... qui est très majoritaire, mais qui est vraiment un peu décriée actuellement parce que c'est le propre de ces syndicats qui ont tellement travaillé main dans la main avec les gouvernements pendant des dizaines d'années, depuis après-guerre, c'est un peu ça, qu'on se dit que finalement, ils en sont d'une certaine façon les complices et que si les paysans sont là, c'est aussi un peu à cause d'eux. Et puis, bon, voilà, sans nommer personne, on sait qu'un certain nombre de leurs représentants ont aussi des intérêts dans l'industrie. L'agroalimentaire. Exactement, agroalimentaire, donc sont un peu jugés partis. Alors, on a beaucoup opposé d'ailleurs dans cette révolte, Jacquerie, on pourrait dire, les gros céréaliers aux petits éleveurs. Il y a quand même des céréaliers qui ne sont pas des grands capitalistes déjà, et puis je crois qu'eux aussi rencontrent, par exemple, la concurrence avec l'Ukraine actuellement, mais eux aussi subissent les mêmes mots. Donc, je ne suis pas sûre que cette opposition ait été complètement pertinente, même si, évidemment, il y en a qui sont plus désespérés que d'autres. Mais donc, sur les plateaux télévisés, de fait, la FNSEA se satisfaisait plus vite, en tout cas, ça c'est ce que j'ai constaté indéniablement, de ce que le gouvernement proposait, même si, encore une fois... fondamentalement, c'était quand même, ils venaient tous du même terreau. Voilà, mais il est probable que si la flamèche reprend, ce sera plutôt de la coordination rurale. Alors, Gabriel Attal ne s'attendait peut-être pas à ce que le début de son gouvernement soit confronté à cette crise. On a quand même l'impression que si le ministre de l'Agriculture connaît bien les dossiers, puisqu'il est lui-même issu du monde agricole, Gabriel Attal n'y connaissait pas grand-chose. Et on peut aussi, a posteriori, remarquer que l'Élysée avait probablement donné pour consigne de débloquer la situation le plus rapidement possible. Mais est-ce que ça n'a pas été botté en touche sans pouvoir, du fait que, notamment que l'agriculture est gérée au niveau européen, sans pouvoir en fait répondre à ces attentes et qu'on est actuellement dans un statu quo en attendant que, pourquoi pas au moment du salon de l'agriculture, les choses repartent. Oui, de fait, je pense que pour Gabriel Attal, c'est un univers qu'il ne connaît pas, donc il ne s'attendait pas à ça. C'est vrai que la mise en scène avec ses notes sur les bottes de foin, ça a un peu amusé, pourquoi pas les sabots, tant qu'on y était. Donc c'est vrai que c'est un univers, évidemment, qui n'est pas le sien naturellement. Néanmoins, il avait conscience qu'il fallait éteindre rapidement l'incendie, et fort de l'expérience des Gilets jaunes, qui avaient au départ, les Gilets jaunes historiques, avaient pour part un peu la même sociologie sur le côté artisan. C'est un peu différent avec les manifestations le côté rural à l'origine des Gilets jaunes. Exactement. Après, ça a changé, la sociologie a changé, mais c'est un petit peu pareil. Bon, et on se souvient que ça a duré très très longtemps. Donc le spectre des Gilets jaunes a sans doute joué beaucoup dans cette volonté du gouvernement d'éteindre l'incendie. Et puis il y a aussi le très très important soutien de la population. Ça, c'était extrêmement frappant. Plus que les Gilets jaunes au départ, entre 82 et 87%. Les Gilets jaunes étaient très soutenus, mais là, c'était encore plus important. C'est vrai que j'ai trouvé ça très touchant, déjà parce qu'en tout français, ou presque, tout français ou presque un aïeul agriculteur. Et puis, vous savez, la paysannerie, c'est un peu comme Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire que les Français, ils vont plus beaucoup dans les champs, mais ils veulent pas la voir disparaître. C'est leur racine, c'est leur âme profonde, et donc ils étaient très touchés par la cause paysanne. Alors un certain nombre de films les ont sensibilisés ces dernières années, comme Au nom de la terre, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, ou Le Petit Paysan. Et puis c'était un peu une gronde par procuration. C'était une façon de dire aussi, nous sommes étouffés par l'administration, les petits patrons le sont, les PME, les artisans, nous aussi nous souffrons d'une concurrence déloyale, nous aussi nous en avons ras-le-bol des normes. Donc
proximité, cette porosité entre le français, même urbain, qui a supporté avec beaucoup de patience les blocages et les paysans, avait lieu d'inquiéter. Il y avait aussi la police. La police est restée très proche des agriculteurs. Certains l'ont dit près de moi, sur les plateaux de télé, en disant mais nous aussi, nous sommes comme vous, et de fait aussi, trop d'administration, trop de paperasserie. Aussi, ils souffrent de la mondialisation, les frontières ouvertes, avec le rocher de Sisyphe à pousser tous les jours et le tonneau des Danaïdes à remplir, du fait de la circulation des biens et des personnes qui passent dans l'espace Schengen. On l'a encore vu avec ce fameux Malien autorisé par l'Italie à aller chez nous, finalement, parce que si on résume, c'est un peu ça, de la gare de Lyon. Eh bien, les policiers aussi étaient sensibles à cette cause-là. Donc, on a vu même les prêtres. Moi, j'étais très touchée. Hein. Alors, il y a eu une des images d'un prêtre qui bénissait les tracteurs, qui a fait fleurer sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà, pardon ? À Bergerac. À Bergerac, exactement. Mais il y a eu beaucoup d'évêques. Alors, vous savez, les évêques, ces dernières semaines, on avait l'impression qu'ils étaient du mot catholique, ils retenaient surtout le mot universel. Hein. Donc, ils nous parlaient beaucoup des migrants, de la COP 21, ou de la biodiversité, j'en sais rien. Bon, mais et bien là, ils se sont redécouverts une âme enracinée. Hein. Catholique, ça veut peut-être dire universel, mais c'est aussi enraciné. Et j'ai été frappée par le nombre d'évêques bretons, Monseigneur Hayet également, qui ont apporté leur soutien immédiat. Il y a même eu un article dans Le Parisien, les curés qui viennent soutenir les agriculteurs. Donc, c'est vrai que c'était extrêmement frappant. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout un univers familier, Gabriel Attal, mais même à notre monde moderne en général. Enfin, l'agriculture, c'est l'enracinement, la transmission. Hein. Moi, j'étais très frappée à Buchelet aussi de voir que la plupart de ces agriculteurs l'étaient depuis 4 ou 5 générations et entendaient bien que leurs enfants le deviennent. Et même si ça les inquiétait d'ailleurs, parce qu'ils se demandaient ce qu'il allait devenir, si les conditions allaient le permettre, mais avec des enfants qui déjà mettent la main à la pâte. Donc la transmission, le devoir de l'effort, hein, par opposition au droit à la paresse de Sandrine Rousseau. Vous savez, là aussi, il y a un petit reportage qui a été fait par France Bleu Périgord. Dans une ferme, on voyait une petite fille avec son grand-père, une petite fille de 14 ans, qui continuait à faire tourner la ferme, nourrir les vaches, etc., en l'absence de ses parents sur un parti, essayer de rejoindre Rungis, là, avec le convoi des tracteurs. Et ça a touché énormément les Français. Ils se sont dit, oh, cette France-là existe encore, mais il faut vraiment la préserver, la sauver. L'autre chose qui a frappé également, c'est ces gens qui ont été mis en garde à vue. Ils étaient très touchés. Vous savez, c'est une France qui n'a pas l'habitude de faire mal. C'est une France qui veut être honorable, qui a encore la peur du gendarme. Donc pourtant, ils n'ont pas les 91 qui ont été mis en garde à vue. Bon, c'est un peu scandaleux de les avoir mis en garde à vue, mais ils n'ont pas été malmenés par les gendarmes. Ça, tous les témoignages sont concordants. Ils ont été traités plutôt avec beaucoup d'aménité. Mais ils ont eu l'impression que c'était l'opprobre sur eux. Vous voyez, j'ai le souvenir d'un père qui pleurait ou qui en tout cas avait les larmes aux yeux de se dire, mon fils de 17 ans est venu avec moi, il a été mis en garde à vue, mais c'était presque l'opprobre sur sa famille. Et je me suis dit, mais il y a une autre partie de la population dans notre pays, vous pouvez la mettre en prison, c'est de l'eau sur un canard, elle ressort, elle est même renforcée, c'est même des caïds, ils continuent leur trafic en prison, la famille ne sent pas du tout l'opprobre, loin s'en faut. Donc, si vous voulez, c'est toute cette France-là qui se levait. Et je pense que le gouvernement a jugé important de montrer, au moins superficiellement, qu'il fallait répondre. Maintenant, vous avez raison, ce que j'ai trouvé éminemment symbolique, c'est que Emmanuel Macron est allé chercher les ordres, d'une certaine façon, chez Ursula von der Leyen. Tout le monde attendait ce fameux sommet européen au cours duquel il allait discuter avec Ursula von der Leyen. Si on est souverain, si la France est souveraine, elle n'a pas besoin d'aller demander de l'autorisation à qui que ce soit. Lui, il n'a pas de N+1, comme on dit vulgairement dans les entreprises, Emmanuel Macron, censément. Bah si, en fait. Et c'était un peu le vassal
qui allait voir le suzerain pour lui demander si ses gueux pouvaient avoir une taille un peu moins importante, hein, finalement. Donc, vous avez raison, tout se joue en réalité au niveau de l'Europe. Et pour cela aussi, on se doute bien que rien n'est résolu. Et puis Emmanuel Macron, même s'il a voulu mettre un frein à cette crise, pour des raisons intérieures, évidemment, il ne peut pas penser contre lui-même, il ne peut pas agir contre lui-même. Et il est profondément européen. Oui, ça, on commence à s'en apercevoir. Cette crise des agriculteurs en a caché un peu une autre, qui était pourtant apparue dans les semaines précédentes, qui est celle des marins-pêcheurs, puisque on a un premier problème qui est que les marins-pêcheurs donc de Bretagne Sud et de Vendée, de la côte atlantique, ne peuvent plus, pendant un mois, pratiquer leur activité en raison de la nécessaire protection des dauphins. Bien entendu, si cela touche les artisans français que sont les marins-pêcheurs, cela ne touche pas les bateaux-usines asiatiques qui continuent à sillonner l'Atlantique. Et d'autre part, on apprend que le gouvernement n'a toujours pas réglé la question des licences de pêche avec les Anglais suite au Brexit. Et c'est Xavier Bertrand qui en parlait d'ailleurs hier à la télévision. Donc les ports, là, cette fois-ci, de la Manche, seraient touchés dans les semaines ou les mois à venir. Donc, le gouvernement n'en a pas terminé, là non plus, avec les revendications du secteur primaire, puisque l'agriculture, comme les marins-pêcheurs, c'est le secteur primaire. Vous avez raison, ils ont finalement partie liée, ils ont les mêmes problèmes. Hein, c'est Barrès qui parlait de la terre et des morts, Claudel, la mer et les vivants. Et tous sont finalement dans la même, j'allais dire la même mouise, la même problématique avec les mêmes facteurs à l'intérieur. Hein. Trop d'Europe, trop de normes, trop d'écologie, d'écologie punitive, évidemment, d'écologisme. Et pour eux, ça devient proprement insupportable. Vous me parlez des dauphins pour les pêcheurs, mais un autre agriculteur me disait moi, je ne peux plus aller dans mon champ parce que je ne sais quelle espèce qui niche à telle période de l'année, donc je n'ai pas le droit d'aller les déranger. Donc là aussi, il y a un changement de paradigme qui s'est opéré ces dernières années avec l'écologie, qui est très frappante, qui touche aussi bien les pêcheurs que les agriculteurs, mais proprement occidentaux, comme si le reste du monde n'avait pas à s'en préoccuper. Donc, ce qui, évidemment, constitue à établir des concurrences déloyales. Mais si vous voulez, on appelait autrefois l'écologie l'environnement. Comme disait, vous savez, Chirac, qui disait le chef, c'est fait pour cheffer, l'environnement, c'est fait pour environner. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose au centre qui était l'homme. L'homme qui devait préserver la nature, mais la nature était malgré tout à son service et il l'a cultivée. La culture, c'est le premier geste de la civilisation. Et de domestiquer la nature. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est une espèce de déesse Gaïa qui vaut pour elle-même en dehors de l'homme. Mais si l'homme doit disparaître pour préserver Gaïa, tant pis, il va devoir disparaître. C'est comme si le radeau de la Méduse avait une valeur en soi pour ses rondins. Non, il avait une valeur pour les gens qui étaient dessus, évidemment. Donc c'est très particulier comme conception de l'écologie. C'est une façon de culpabiliser une façon supplémentaire de culpabiliser les Occidentaux et le secteur primaire. Vous avez raison, ceux qui travaillent dans ce secteur le plus historique finalement chez nous. C'est-à-dire qu'on les culpabilise en tant qu'espèces qui opprimeraient les autres espèces. C'est le principe des antispécistes. Vous voyez, c'est décliné un peu sur le mode de la lutte des classes, de la lutte antiraciste. C'est toujours le sexiste, tout ce que vous voulez, mais c'est toujours un petit peu le même fondement. Donc, on les culpabilise et puis surtout, on ne leur donne aucune raison d'espérer d'autres solutions. Vous savez, si maintenant vous dites la technique va permettre, vous voyez, en matière par exemple
de pesticides. On peut imaginer que la recherche, le développement de la recherche permettra de trouver des solutions pour éviter ces pesticides plutôt que de les interdire de façon abrupte alors qu'ils ne sont pas interdits à l'extérieur, ailleurs qu'en Europe et notamment en France, parce qu'en plus la France, elle veut toujours être le meilleur élève de l'Europe. Et on pourrait imaginer qu'il y ait des solutions par la recherche. Et bien non, ça, vous êtes appelé technico-solutionniste. C'est pas bien. Vous savez, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez du conte du Petit Poucet. Le Petit Poucet, c'est les parents abandonnent leurs enfants dans la forêt, mais finalement, c'est le 7e, le dernier enfant, celui qui était peut-être le moins attendu, qui finalement trouve une solution pour amener ses frères et sœurs à la maison, mais mieux que ça, pour enrichir toute la famille. Eh bien, on est dans le contraire de ce conte du Petit Poucet. C'est qu'aujourd'hui, parce que on pourrait dire, plus il y aura d'hommes sur cette planète, et bien plus statistiquement il y en aura un qui trouvera des solutions. Ben là, c'est l'inverse. On est dans une société malthusienne où on dit même qu'il ne faut plus avoir d'enfants pour préserver leur planète. Bon, ça nous écarte un peu du sujet, mais néanmoins, vous avez raison de le dire. Les pêcheurs sont dans la même galère que les agriculteurs, et on ne voit pas bien comment ça s'arrêterait. Sauf à leur donner quelques miettes pour les faire taire un moment, on ne voit pas bien quel changement de vision absolue pourrait régler le problème. Vous savez, les agriculteurs ont demandé au gouvernement de renverser la table, et lui, il a changé les rondes serviettes. Oui, alors ça pourrait se retourner contre le gouvernement, puisque cette année, nous avons les élections européennes, et que, écoutez, il y a quelques semaines, la majorité présidentielle, elle parlait de convaincre les Français de ne pas voter, notamment pour le Rassemblement national qui était en tête dans les sondages. Est-ce que cette fronde terrienne, alors que justement, traditionnellement, les agriculteurs ne votent pas pour le Rassemblement national, est-ce que celui-ci ne va pas tirer son épingle du jeu, surtout si aucun remède à cette crise n'est apporté d'ici le scrutin début juin? Oui, ça sera intéressant de voir comment les choses vont tourner, même si je pense qu'il faut rester extrêmement prudent, parce que déjà, il faudrait que les agriculteurs commencent par aller voter. Vous savez qu'aujourd'hui, le premier parti de France, c'est l'abstention avec les élections européennes. Paradoxalement, paraissent à certains inutiles parce que lointaines, alors qu'en réalité, c'est là que les décisions sont prises. Donc déjà, il faudrait que ceux qui ne sont pas contents aillent voter. Par ailleurs, c'est vrai que les régions rurales sont les moins touchées par l'immigration, et quoi que l'on dise, la marque du Rassemblement national, ça reste, la marque de base, ça reste l'immigration. Alors c'est vrai qu'avec le projet de disperser les migrants à la campagne, ça va peut-être changer la donne, parce que c'est quand même largement dans les cartons. C'est plus que dans les cartons, ça commence à être sérieusement effectif. Et puis, oui, bien sûr, il y a des changements qui peuvent s'opérer. Vous savez, on parlait d'Olivier Véran pour tenir pour être tête de liste pour Renaissance, mais beaucoup se sont dit, mais Olivier Véran, il a été très clivant, comme on dit, au moment de la crise du Covid. Est-ce qu'il va réussir à réunir autour de sa personne des gens, des Français qu'il a profondément agacés? Donc, vous voyez, les crises, quelles qu'elles soient, elles peuvent profondément changer la donne. Il n'est pas impossible que cette crise-là la change aussi. Après, il faut voir que ces traités de libre-échange, tout le monde n'en sort pas perdant, parce qu'en fait, l'agriculture est sacrifiée sur l'autel d'autres secteurs. Vous savez, c'est pas pourquoi les tracteurs allemands disent, les agriculteurs allemands disaient sur leur pancarte, nous n'allons pas sacrifier nos tracteurs pour vos Tesla. Eh bien, c'est pas faux, Tesla aux batteries électriques. Vous savez que le traité de libre-échange, par exemple, avec le Chili, dont on a beaucoup parlé, il a été fait dans l'idée de pouvoir récupérer au Chili notamment du lithium et du cuivre. Et le lithium, ce lithium chilien permettrait, de l'avis de certains, de ne plus être dépendant du lithium chinois. Bon, très bien. Mais le problème, c'est qu'on n'hésite pas à se servir de l'agriculture comme monnaie d'échange, sachant que le lithium, il y en a aussi dans notre sol, et ce serait peut-être intéressant d'aller le chercher. Mais vous voyez, c'est
l'Allier, par exemple. sujets... Pardon ? Pas dans l'Allier, en Exactement. Alsace. Alors nous avons sur Boulevard Voltaire, nous avons interrogé un viticulteur qui s'appelle Yves Damécourt dans le Bordelais, qui a aussi fait les mines d'Alès et qui s'intéresse beaucoup à nos sous-sols et qui dit on a des ressources incroyables dans nos sous-sols, mais on va aller chercher les ressources ailleurs. Et il ne suffit pas de parler de souveraineté à tout va, et encore faut-il la mettre en œuvre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir que les agriculteurs sont sacrifiés. Peut-être que d'ailleurs certains en ont pris leur parti, ils se disent ils ont vocation à disparaître parce que c'est un mode de vie obsolète. De fait, c'est pour les raisons que je vous ai dit, familiale, transmission, goût de l'effort. C'est le dernier endroit où il y a 3 générations sous le même toit. C'est peut-être, certains considèrent que c'est un mode de vie obsolète et peut-être qu'ils se disent ils en ont fait leur deuil, il a vocation à disparaître. Donc on leur donne simplement quelques petites consolations pour mourir plus doucement. C'est un peu les soins palliatifs. Donc, certains sont gagnants, néanmoins, dans ce calcul. Donc, peut-être que ceux-là voteront pour le parti du gouvernement, mais il est probable que les agriculteurs, eux, en effet, aient quand même cela en travers de la gorge. On pourra surveiller avec attention, effectivement, les résultats des élections européennes. Et en attendant, de voir si les braises qui subsistent de cette colère paysanne vont réalimenter un feu plus nourri. Et en attendant, je vous remercie beaucoup d'être venu éclairer. Vous savez, il faut se méfier. Les agriculteurs, leur moteur est comme celui de leur tracteur, c'est un moteur diesel. Donc c'est long à chauffer, mais après, une fois que c'est lancé, ça ne s'arrête plus. Gabrielle Cluzel, merci beaucoup. Et nous continuerons à suivre Boulevard Voltaire et nous savons que vous continuerez effectivement à suivre ces dossiers agricoles, tout comme nous le ferons sur Omerta.